Bonjour à tous, c'est Territoire d'Info, une émission de Public Sénat et de TV5 Monde avec les meilleurs moments des interviews politiques de toute la semaine. Lundi, c'est Sébastien Chenu qui était notre invité sur ce plateau, alors que la Commission européenne vient de conclure un vaste traité de libre-échange avec le Mercosur, 4 pays d'Amérique du Sud, du Brésil, de l'Argentine, du Uruguay et du Paraguay. Le porte-parole du Rassemblement national a vivement réagi et n'a pas mâché ses mots, qualifiant cet accord d'accord de la honte. Ouais, c'est l'accord de la honte. C'est l'accord de la honte, cet accord du Mercosur, parce qu'on nous le vend comme étant favorable à l'industrie, sauf qu'on oublie de nous dire que cet accord, il va tuer, ruiner définitivement notre agriculture. Alors c'est un choix qu'a fait Emmanuel Macron. À partir du moment où il a accepté cet accord avec ces pays, Brésil, Uruguay, Paraguay, Argentine, et il accepte le déversement de 99 000 tonnes de bœuf fait dans ce qu'on appelle franchement des usines à viande dans ces pays-là, sur notre territoire. Mais réciproquement, c'est plus de débouchés pour nos voitures, notre chimie, notre pharmacie. C'est ce qu'on nous vend aujourd'hui, mais au prix de la mort de notre agriculture. Ce week-end, ce bateau de migrants à Lampedusa avec Carola Rackete, la capitaine donc, qui a été arrêtée, et ça fait l'objet d'une grande émotion et d'un grand élan de solidarité. Vous l'auriez arrêté, vous soutenez l'Italie ? Non mais Matteo Salvini est à la tête, en tout cas pas à la tête d'un gouvernement, il est ministre de l'Intérieur dans un gouvernement démocratiquement élu. 61% des Italiens ont indiqué qu'ils étaient opposés à l'arrivée du bateau Sea-Watch. On ne peut pas accepter, c'est je crois la logique d'une démocratie, que des gens viennent vous mettre devant le fait accompli en vous imposant leur vue, alors même que le gouvernement italien indiquait qu'il ne souhaitait pas voir accoster sur ses côtes ce bateau de migrants. Ce gouvernement, je le répète, a été élu démocratiquement. Qu'est-ce qu'on fait des 42 migrants non, qui mais y a dedans ? On peut soigner des individus quand il y a des problèmes sanitaires, leur tendre la main, mais on les raccompagne ensuite d'où ils viennent. Ils n'ont pas vocation à venir parce que la logique de tout cela, c'est que demain, ce sera un second bateau, puis 10, puis 20, et que vous avez des ONG qui mettent les gouvernements démocratiquement élus devant le fait accompli. Ce n'est pas acceptable. Toujours sur l'Europe, depuis 2 jours, elle se cherche un gouvernement, la Commission, les autres postes. Quel regard portez-vous là-dessus ? Écoutez, on nous avait vendu une Europe dans laquelle tous ces gens pro-européens et libéraux vivraient une lune de miel extraordinaire, que nous ne réussirions pas à nous entendre et que ferait avancer l'Europe à grands pas. C'est un foutoir abominable. Alors Emmanuel Macron est complètement démonétisé. Je rappelle que même le représentant de la CDU a rappliqué qu'il n'y avait plus d'axe franco-allemand. Donc Emmanuel Macron est complètement isolé, y compris d'ailleurs sur le traité du Mercosur. C'est un président isolé. Vous avez des gens qui se disputent des postes au vu et au su de l'ensemble des Européens. Et puis vous avez des élus La République En Marche qui se permettent de dire qu'ils feront barrage au fait que des députés issus du Rassemblement national ou de notre groupe Identité et Nation puissent accéder à des responsabilités parce que nous sommes avoir quoi, nombreux. 2 commissions, c'est ça ? 2 présidences de commission. Et vous avez La République En Marche qui est arrivée derrière nous et qui visiblement dit non, on ne respecte pas la démocratie. Ces gens-là, en parlant de nous, n'ont pas à avoir de responsabilité. Nous comptons peser. Quand vous voyez Marion Maréchal dîner il y a quelques jours avec des élus issus des Républicains, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ça ne brouille pas un peu votre message de voir ce rapprochement entre vos 2 familles ? Non, au contraire, moi je pense que tout ce qui peut faire tomber les cloisons, les murs, les barrières entre des gens qui aspirent à redresser la France, eh bien... Ça veut dire qu'aux prochaines municipales, il y aura des listes possiblement avec du Rassemblement national et des personnalités de droite, des autres partis de droite ? Alors, il n'y aura pas d'alliance en tant que telle, parce que d'abord, nous ne proposons pas à des partis politiques, à des vieux partis politiques comme les Républicains, dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ne soient pas en très grande forme, de s'allier avec nous. D'abord, leurs dirigeants ne le souhaitent pas. Ils sont fascinés par Emmanuel Macron et ils iront... Localement, au cas par cas. Mais vous le verrez, d'ailleurs, Marc-Philippe Daubresse à Lille, c'est l'élu du Nord qui vous parle, a fait déjà des offres de services à La République En Marche. Donc il y a une espèce de collaboration industrielle avec La République En Marche qui est en train, du côté des Républicains, de s'installer. Mais localement, nous, on va tendre la main, continuer à tendre la main aux électeurs, aux militants, aux adhérents des Républicains qui sont sincères, mais pas seulement. Parce que, et là encore, j'en profite pour reprendre cette casquette d'élus du Nord, nous ouvrirons largement nos listes aussi à des gens, à des élus, à des responsables de partis politiques dits de gauche, socialistes, communistes, des syndicalistes, etc. Il y en aura également parce que
Les municipales, et ça a toujours été le cas, il n'y a rien de surprenant, c'est la capacité à rassembler et à dépasser son étiquette politique. Tous les maires s'ouvrent à des gens qui n'ont pas de carte dans des partis politiques. Eh bien, nous, pour conquérir des villes, puisque c'est bien de cela dont il s'agit, nous nous ouvrirons très largement. Mardi matin, au lendemain de l'annonce des noms de 19 nouveaux candidats de la majorité présidentielle aux prochaines municipales, Stanislas Guerini, le délégué général de La République En Marche, était sur ce plateau et a tenu à rappeler qu'Emmanuel Macron n'intervenait pas dans le choix des candidats et que seule la commission d'investiture prenait les décisions. Je crois que le président de la République, il est évidemment très intéressé par les situations locales. Il vous appelle beaucoup, ça se passe Pourquoi? comment? À vous? Mais on comment échange. ça se passe concrètement? Il vous appelle par téléphone, il téléphone, vous dit on a un l'occasion tel, regardez ce se voir dossier. de temps en temps. Mais pourquoi est-ce qu'il est intéressé par ces situations-là? Parce que c'est clé pour porter le projet qu'on a envie de porter pour le pays. On a bien vu depuis le début du quinquennat que très souvent, on faisait des choses à l'Assemblée nationale, mais que justement la difficulté, c'était le dernier kilomètre de la réforme. Bien là, pour moi, c'est ça l'enjeu des élections municipales. C'est d'avoir des élus locaux progressistes qui sont en capacité de faire la différence entre réformer et puis transformer ce qui doit se passer sur le terrain. C'est pour ça que c'est totalement clé. C'est d'ailleurs, à mon sens, profondément lié à l'acte 2 du quinquennat. Mais en aucun cas, c'est le président de la République qui décide. Il se tient informé, on échange, et puis on a une commission nationale d'investiture qui prend les décisions. Marcelo Westfred. Alors vous faites un pari osé dans la liste des 19, notamment à Bordeaux, puisque Thomas Cazenave est investi. Thomas Cazenave, qui est un proche du président de la République. Alors vous dites que le président de la République regarde ça, mais n'intervient pas. Mais enfin, c'est un très proche. Il a été élu secrétaire général adjoint de l'Élysée, comme Macron. C'est un techno dans une ville qui a été dirigée par la droite depuis 1947. Chaban-Delmas, Alain Juppé, c'est quand même très audacieuse. Vous êtes sûr que le pari va être gagnant? Oui, c'est audacieux. Non, on verra bien. Il y a une campagne à mener, il y a une dynamique. Et en l'occurrence, c'est un candidat que je suis très fier de pouvoir mettre en piste, si je puis dire, parce que je pense que c'est un bon candidat. Et je pense qu'il a travaillé collectivement avec les marcheurs localement. Il a d'ailleurs rassemblé tout le monde pour porter un bon Sauf projet le MoDem, pour il n'a pas rassemblé le MoDem. Mais le MoDem, premier adjoint du maire sortant, il continue avec le maire sortant, Nicolas Florian. C'est une bonne illustration de ce que je souhaite que La République En Marche fasse dans ces élections municipales. C'est-à-dire, à chaque fois, se poser la question de savoir qui est le mieux à même de porter un projet progressiste. Et là, en l'occurrence, parce que nous avions un bon candidat, un bon projet, il m'a semblé qu'il était plus important de faire un choix qui est un choix audacieux, certes, plutôt qu'un choix de confort, qui aurait été effectivement peut-être de soutenir le maire sortant. Quel sens ça a de présenter un candidat contre Nicolas Florian, qui appartient à une majorité avec laquelle, qui est macro-compatible? Moi, je ne présente pas de candidat contre. Je présente des candidats pour porter des projets. En phase 2, si vous voulez. Mais en phase 2, bien entendu. Mais quel sens ça a? Il me semble, en tout cas, que nous étions légitimes à nous poser la question de présenter un candidat. Le maire sortant n'avait pas particulièrement dit son souhait de travailler avec la majorité présidentielle, son souhait de devoir réussir la majorité présidentielle. Il n'a pas appelé à soutenir nos listes aux élections européennes. Il a gardé son appartenance aux Républicains. Tout ça n'est en rien infamant. Et je crois que la campagne qui se mènera à Bordeaux sera une campagne pacifiée, c'est un proche de Valérie Pécresse, positive. Et donc, il n'y a aucun cas une animosité vis-à-vis du maire sortant. Mais je crois qu'en effet, le meilleur candidat pour Bordeaux, c'est Thomas Cazenave. Par exemple, à Bourg-les-Valences, vous avez investi hier Wilfried Payès, qui est le chef de cabinet de Patrick Kanner dans cette maison, président du groupe socialiste. Là, vous cherchez à faire un coup. Mais non, on ne raisonne pas en logique de coup. Il s'avère que ce candidat-là était d'ailleurs très investi localement, très implanté localement. C'est la bonne personne. Et on a considéré que son étiquette politique d'origine était secondaire. Et à chaque fois, c'est comme ça que je raisonnerais les étiquettes, les appartenances, y compris celles et ceux qui ne quittent même pas leur formation politique. Moi, ça m'intéresse beaucoup moins que notre capacité à rassembler et à proposer des projets. Alors, je crois que c'était le cas aussi à Bourg-les-Valences. Expliquez-nous aussi ce qui a été décidé hier soir en bureau exécutif de La République En Marche, vous y étiez évidemment, l'éviction, parce que c'est le terme, de Caroline Collomb, l'épouse du maire actuel de Lyon, qui était à la tête de la référente dans le Rhône de La République En Marche. Elle ne sera plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le parti lâche, l'appareil lâche Gérard Collomb? Pas du tout. Et c'est en aucun cas lié aux candidatures potentielles sur Lyon. En l'occurrence, Caroline Collomb, qui a fait du bon boulot à la tête du département. Et je salue son travail.
Mais, Elle était très contestée en interne par les marcheurs. En l'occurrence, par ses fonctions, elle est magistrate, elle était empêchée dans des moments d'élection. Ça a été le cas pendant les élections européennes, elle s'est mise elle-même en retrait, et c'est le cas, vous savez qu'à partir de septembre, c'est la campagne municipale officiellement qui démarre. Dès septembre, la même situation se produit. Et donc, tout simplement, il faut que le département puisse avancer, et donc on a pris cette décision qui est une décision très honnêtement opérationnelle et organisationnelle. Et donc en rien, ça n'a de lien avec les candidatures à Lyon. Mais je vais être très clair sur ce point-là. Mercredi, Renaud Muselier, le président LR de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, était notre invité. À 1 an des élections municipales, il n'a pas clairement précisé s'il serait candidat ou non à la mairie de Marseille. Mais il a indiqué qu'une rupture avec le maire sortant, Jean-Claude Gaudin, était absolument nécessaire. Écoutez, je souhaite que ma famille politique garde Marseille. Mais il y a un risque qu'elle ne le garde pas. Moi, je ne pense pas qu'on puisse garder Marseille sans la rupture avec le sénateur-maire sortant. Et Martine Vassal, c'est pas la rupture avec Gaudin. C'est une forme de rupture, mais à mon avis, en fait, aujourd'hui, on a un problème de gouvernance de la ville. Peu importe la personnalité qui sera candidate, on va voir après dans le fil du temps comment tout ça va se décanter. Je vous rappelle que Marseille c'est compliqué, vous avez 8 mairies de secteur, et même quand on gagnait dans le ticket Gaudin-Muselier, on n'en faisait que 5 sur 3. Donc aujourd'hui, le schéma n'est pas tout à fait le même. Je pense qu'il y a et d'ailleurs j'en ferai la proposition, un modèle de système, enfin il faut arriver à poser les choses. Dans les choses, il y a, pour ma part en tout cas, ce que j'en pense, ni système ni extrême, données de base, par rapport au passé, au fonctionnement de la ville. Après, il y a une gouvernance à modifier. Il faut une dizaine de recommandations qu'il faut respecter et de préconisations que j'évoquerai sur non-cumul des mandats. Il faut qu'on ait la totalité et là, aujourd'hui, il y a des cumuls de mandats partout. Et deuxièmement, il y a la nécessité d'avoir moins d'adjoints qui ne servent plus à rien. Ils sont 28 aujourd'hui, mais que font-ils? Et donc, ils sont disséminés là-dedans. Il faut normaliser les relations avec la population, parce qu'aujourd'hui, avec les mairies de secteur, avec le département, avec la région... C'est un programme, ça. Non, c'est un mode de travail. Et vous voudriez expérimenter ce mode de travail vous-même? Mais moi, je ne demande qu'une seule chose, c'est que ma ville fonctionne. J'arrive très bien à travailler à la ville, à la métropole de Nice. J'arrive très bien à travailler à la ville, à la métropole de Nice. Et j'arrive pas. Mais tout le monde parle de moi sans arrêt. Mais peut-être parce que j'ai de l'expérience, une forme de sagesse. Et peut-être parce que vous ne dites pas clairement que vous n'êtes pas candidat aussi. Est-ce que vous envisagez cette hypothèse? Ni système, ni extrême. Et je veux regarder ce qui se passe et la façon dont les offres se font. Non mais vous voulez toujours que je réponde à ça. Moi, je veux savoir. Je suis président de région. Je suis très heureux président de région. Mais c'est vrai que je suis Marseillais. Mon ADN, c'est Marseille. Que mon parti, c'est Marseille. Mais pour autant, j'ai la capacité d'aider Marseille de façon conséquente à la région, comme je le fais sur la totalité de la structuration du territoire. Et je souhaiterais que la ville métropolitaine, la ville phare et capitale de la région, soit adaptée avec une nouvelle gouvernance. Renaud Muselier, vous avez adoré votre mandat de député européen. Vous avez même été 3e meilleur député européen de la commission des transports. Donc un peu de nostalgie de voir ce Parlement européen se constituer sans vous. Vous êtes président de région maintenant. Ouais, je me souviens quand je suis rentré au Parlement, je vois les images à la télévision de ces jeunes parlementaires qui découvrent un hémicycle exceptionnel sur un continent réunifié, très compliqué à gérer et où on découvre une vie politique qui ne correspond pas à la même vie politique en France. J'étais 20 ans parlementaire français. Au Parlement français, c'est les uns contre les autres. C'est la droite contre la gauche. C'est l'opposition systématique. Là-bas, c'est la nécessité de trouver un consensus sur un continent très varié, très différent. Les pays de l'Est n'ont rien à voir avec les pays du Sud. Et donc, il n'y a plus de droite ni de gauche. Il y a les pro-européens qui essayent de fabriquer un continent avec leurs divergences et leurs diversités. Et donc, on apprend à se parler. Concernant les Républicains, Christian Jacob est candidat et c'est le candidat du consensus. Est-ce que vous le soutenez? À fond. Je soutiens à fond le candidat Christian Jacob. Christian Jacob est un ami personnel, c'est un combattant politique incroyable, il connaît parfaitement le Parlement, il connaît parfaitement les territoires, il a été représentant des jeunes agriculteurs, il connaît parfaitement l'Europe. Et il ne sera pas candidat au présidentiel. C'est un homme qui n'est pas candidat au présidentiel et qui aujourd'hui peut restructurer une famille politique qui porte un courant de pensée. Et pour des gens comme lui, comme François Baroin, comme moi, qui avons travaillé avec des présidents comme Chirac, comme Sarkozy, avec des hommes comme Balladur, comme Pons, comme Pasqua, comme Debré. Je veux dire, maintenant, c'est nous qui devons transmettre un peu ça dans le cadre de cette pensée, de ce courant de pensée qui existe.
la population porter ce courant de pensée. Je pense que Christian Jacob est parfaitement adapté pour faire ça. Un mot sur ces élus de droite qui sont allés dîner avec Marion Maréchal. Est-ce que pour vous, il y a des parlementaires les Républicains, est-ce que pour vous, ils doivent être exclus du parti ? Moi, je suis pas pour l'exclusion. L'exclusion est pas un bon mode de fonctionnement. J'ai appris à être beaucoup plus tolérant que ça. Mais je suis pour rappeler un certain nombre de règles, quoi. Moi, je suis un chiracien pur, vous savez. Et donc, on ne se compromet pas avec des adversaires politiques qui veulent nous entraîner par porosité dans un combat politique, dans des défenses d'idées qui ne sont pas les nôtres. Jeudi matin, le président du groupe LR au Sénat et sénateur de la Vendée, Bruno Retailleau, a à son tour fustigé l'accord de libre-échange passé avec le Mercosur sur ce plateau. Il a également vivement critiqué l'attitude d'Emmanuel Macron à ce sujet, considérant que le président de la République faisait preuve de cynisme. Là, on a une démonstration du cynisme. On a une démonstration de ce qu'il ne faut pas faire en politique. C'est-à-dire que pour les élections européennes, ils ont repeint en vert leur liste avec quelques otages écologistes comme M. Canfin, comme M. Durand sur cette liste. Otage pour vous. Ils se présentent comme le champion du climat, de la cause écologique, et alors on va signer un accord qui est absolument destructeur, qui est une capitulation environnementale. Je m'explique, pour deux raisons. La première, c'est que aller chercher nos poulets, la viande de bœuf outre-Atlantique, vous imaginez l'empreinte carbone? Et quand je pense qu'En Marche, on voudrait supprimer des lignes intérieures qui utiliseraient trop de kérosène, des lignes d'aviation, mais parce qu'il n'y a pas de TGV tout simplement, alors qu'on supporte ça, première raison. Deuxième raison, comment peut-on faire entrer des produits agricoles en France alors qu'il y a des substances chimiques, alors qu'il y a des pratiques qui sont interdites pour nos agriculteurs en France? C'est incompréhensible. Je vous rappelle que les poulets mangent de la farine de viande, la farine animale. Je vous rappelle qu'il y a des antibiotiques. Je vous rappelle que Michel Dantin, qui était député européen il y a encore quelques semaines, avait fait un excellent rapport. Il avait démontré qu'il n'y avait aucune traçabilité, etc., etc. Donc c'est malheureusement ce qu'il ne faut pas faire en politique. Et je pense que cette capitulation prépare d'autres insurrections électorales pour demain. C'est ce que je veux dire. C'est la conception sans doute qu'a le président de la République d'une mondialisation heureuse. Mais ce temps d'une mondialisation heureuse qui apporterait la prospérité à tous, il est terminé. Il va détruire des emplois agricoles. Ce sera un plan social géant pour notre agriculture. Vous organisez aujourd'hui au Sénat un colloque sur le thème « Lutter contre la violence en France ». Est-ce que vous pouvez nous dire quel est votre objectif à travers ce type de rendez-vous? L'objectif, il est de refuser la fatalité. Depuis des années, la violence ne cesse de croître. On a une société de l'ensauvagement. Je vais vous citer un chiffre, puisque ce matin, j'entendais qu'une jeune femme qui était enceinte avait été tuée par son compagnon. Les violences sexuelles, notamment les viols, depuis 2012, ont augmenté de plus de 50%. Ils ont bondi de 6% au seul premier trimestre de cette année. C'est pas possible d'accepter ces chiffres-là. Et j'ai le sentiment que le gouvernement, même parfois la société, il y a une forme d'accoutumance. Il faut refuser la fatalité. Un fait dramatique qui s'est produit à Nantes récemment, avec un jeune qui est tombé le soir de la fête de la musique dans la Loire, dont on n'a pas retrouvé depuis. Qu'est-ce que ce genre de situation vous inspire et comment est-ce qu'on peut améliorer ou comment on pourrait améliorer les choses? Arrêtons d'accuser systématiquement nos policiers qui sont le dernier rempart de la République. Il faut tolérer bien sûr aucun dérapage, mais la violence, croyez-moi, elle est du côté souvent de ceux qui la suscitent, pas de ceux qui protègent la société. Maintenant, pour le cas de Nantes, attention, il y a eu un enchaînement des faits. J'ai eu un certain nombre de comptes rendus. Attention avant de conclure quoi que ce soit. Il y avait d'ailleurs des gens à l'eau avant qu'il y ait une intervention de la police. Il y en avait 2 à l'eau. Donc attendons l'enquête avant d'accuser qui que ce soit. Voilà. Simplement, j'avais proposé moi ici la loi finalement anti-casseurs. Il faut qu'en France, on puisse manifester librement, parce que c'est un droit constitutionnellement garanti, sans qu'il y ait des gens qui sont des ultra-violents, qui luttent contre la société, qui profitent de ce droit de manifester pour s'infiltrer et justement provoquer la police. Ça, c'est non, et on doit être déterminé sur ce plan-là. La menace d'une rétention des notes du baccalauréat, ça se précise dans plusieurs académies. Alors, vous donnez raison à qui? Aux correcteurs grévistes ou au gouvernement dans cette affaire? Certainement pas aux correcteurs grévistes. C'est inacceptable qu'on prenne en otage des dizaines de milliers d'élèves. Eux ne demandent rien,
ils n'ont rien fait. Et j'en appelle évidemment au sérieux de ces éducateurs qui montrent le mauvais exemple. Mais il ne faut pas que M. Blanquer se contente du communiqué qu'il a fait hier soir en expliquant qu'on allait prendre la moyenne obtenue durant l'année scolaire au cours des contrôles continus. Moi, ce que j'attends, c'est que s'il y a vraiment rétention, eh bien, il y ait des sanctions. C'est absolument inacceptable. J'ai entendu M. Blanquer, il parlait comme un recteur. J'attends qu'il parle comme un ministre, avec l'autorité d'un ministre sur sa propre administration. On ne peut pas, en France, quelles que soient par ailleurs les revendications légitimes ou pas des enseignants, accepter ce genre de choses. Parce que c'est inacceptable. C'est inadmissible. Vendredi, c'est David Cormand, eurodéputé, nouvel eurodéputé et secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, qui était sur notre plateau, interrogé sur la colère des enseignants et le blocage des résultats du bac. Il a légitimisé ce mouvement de colère et dénoncé la volonté de l'exécutif d'affaiblir le service public. C'est compliqué parce que évidemment il y a le stress des élèves qui passent le bac, mais il y a aussi des enseignants qui essayent de protéger et défendre un service public important justement pour que d'autres générations... Vous penchez de quel côté ce matin ? Du côté des correcteurs, bien sûr, du côté des professeurs. Vous savez, quand on est dévoué à son métier, dévoué à transmettre un savoir, c'est pas de gaieté de cœur que l'on fait cela. Vous êtes quand même partisan de la manière forte pour défendre... La manière forte, ça va, c'est juste une grève de correction des copies, donc c'est désagréable, ça je l'entends et je le comprends. On ne peut pas dire que ça soit d'une violence inouïe. C'est pas une manière force, c'est un dispositif de résistance plutôt pacifique d'ailleurs, pour dire que là il y a un vrai problème, et ce vrai problème c'est l'attaque en règle, depuis d'ailleurs plusieurs années, contre le service public de l'éducation. Et c'est quand même, vous savez, dans une démocratie, pour que tout cela tienne, pour que le lien social fonctionne, il faut qu'on ait un service public de l'éducation qui permette à chacune et à chacun de s'élever, d'apprendre. Et aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas. On l'a vu avec la procédure qu'ils ont mis en œuvre pour Parcoursup, qui a été, là pour le coup, très mal vécue par les étudiants et les nouveaux bacheliers précisément. On le voit y compris dans l'école primaire, où de plus en plus de gens, d'ailleurs, se détournent de l'enseignement public pour aller vers l'enseignement privé. Et donc, dans ce domaine, comme dans d'autres, il y a une volonté de la part des pouvoirs successifs d'affaiblir le service public. Moi, je suis un fervent partisan du service public. Est-ce que vous vous félicitez de l'élection à la tête du Parlement européen, dont vous parlez à l'instant, de David Sassoli? C'est un Italien social-démocrate, c'est-à-dire que c'est un peu un pied de nez qu'on fait aux amis de Salvini. Oui, mais non, je ne m'en félicite pas et je vais vous expliquer pourquoi. C'est que dans cette affaire, vous avez suivi... Alors, il faut prendre une minute pour expliquer à celles et ceux qui nous regardent comment ça se passe. Je commençais à dire que l'Union européenne est une démocratie inachevée. Pourquoi ? Dans une démocratie parlementaire normale, vous avez un Parlement et un exécutif, le gouvernement, responsable devant ce Parlement. À l'Union européenne, c'est différent. Il y a un troisième acteur qui intervient qui s'appelle le Conseil. Le Conseil sont les chefs d'État et de gouvernement européens. Et là, ce qui s'est passé ces dernières semaines, c'est que ce Conseil, c'est-à-dire que les chefs de gouvernement et d'État européens ont, d'une certaine façon, dans une sorte de Yalta, imposé ce qu'on appelle les top jobs en anglais, c'est-à-dire les postes les plus importants, que sont président de la Commission, président du Parlement, président de la BCE, chargé des affaires étrangères de l'Europe, et les vice-présidents de la Commission. Et dans ce package, il y avait donc M. Sassoli qui est désormais président de l'Assemblée. Et moi, ce qui m'a choqué, c'est que, quelque part, on a retiré une part de sa souveraineté à l'Assemblée européenne. Nous sommes pourtant, nous, les députés européens, les seuls à avoir une légitimité directe des citoyennes et des citoyens européens pour nous occuper de l'Europe. Les chefs d'État, ils n'ont pas été élus pour s'occuper de l'Europe, ils ont été élus pour s'occuper de leur pays. Ce n'est pas une nouveauté, David Cormand, c'est le fonctionnement des institutions européennes. Je sais bien que ce n'est pas une nouveauté. Alors, vous vous opposez à la ratification du CETA, qui est l'accord de libre-échange avec le Canada. Pourquoi ? Alors que c'est des débouchés pour nos entreprises, c'est de l'excédent commercial. Si, les chiffres présentés cette semaine, c'était ça. Pourquoi vous y opposez ? Il sera ratifié dans 10 jours au Parlement français. Il faut comprendre que, notamment, le CETA, c'est un accord où, là, pour le coup, on abandonne notre souveraineté démocratique à des intérêts qui sont des intérêts privés. C'est l'histoire des tribunaux d'arbitrage, je crois qu'on appelle ça comme ça, où, quand une multinationale se considère lésée
par rapport à son accès possible dans le marché européen, elle pourra demander un arbitrage qui se fera en dehors de toute règle de droit de l'Europe et de notre pays. Il y a déjà eu des précédents, d'ailleurs, dans d'autres parties du monde, où des pays ont été lourdement condamnés au profit de ces multinationales. Par ailleurs, la logique du libre-échange tel que nous le connaissons aujourd'hui est complètement contradictoire avec l'enjeu de protection de l'environnement et de lutte contre le changement climatique. Le libre-échange dont on parle, le type d'excédent commercial que vous évoquez, ça a un prix extrêmement élevé. Tous ces traités de libre-échange, c'est abandonner une part de notre souveraineté, abandonner une partie de nos services publics, abandonner la protection de l'environnement et la protection sociale au profit de quelques-uns. Je ne crois pas que ce soit la direction dans laquelle il faut que nous allions, y compris pour avoir une économie qui ne soit pas punitive. Voilà, merci de votre fidélité. C'était Territoire d'Info, une émission de Public Sénat et de TV5 Monde. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine, au revoir.